bienvenue à Ville-la-M, un lieu qui a été pensé pour que les regards se croisent entre la science, la santé et la société. Et ce soir, vous êtes réunis entre professionnels de santé et citoyens. Alors, c'est l'avant-dernier pitch de l'année et nous allons aborder un sujet sensible et pourtant assez méconnu, en dépit de l'actualité récente et très nourrie. Donc, il s'agit de la soumission et de la vulnérabilité chimique. Voilà. C'est un phénomène en expansion. Vous nous expliquerez tout ça tout à l'heure. Et pourtant, il est largement invisible. Voilà. Alors, pour essayer de comprendre ces réalités et pour aussi identifier les idées reçues qui freinent en fait la prévention et la prise en charge tout simplement de ces violences, nous avons l'immense plaisir de recevoir le docteur Leïla Chawachi. Docteur, vous êtes docteur en pharmacie, vous travaillez pour le centre d'addictovigilance et puis vous avez fondé le centre, le CRAFS. Attention, je vais essayer de m'en souvenir, il est toujours très long celui-là. C'est le centre de référence sur les agressions facilitées par les substances. Voilà. Donc, écoutez, donc vous êtes l'experte qu'il nous fallait et surtout, je tiens à signaler que vous avez un engagement très fort auprès des victimes et que l'idée, c'est aussi que les professionnels de santé soient plus aguerris pour en venir à bout. Voilà, si je puis dire. Donc, je vous laisse la parole. Vous l'aurez aussi en fin de pitch d'ici 3/4 d'heure à peu près. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Déjà, je me présente. Donc, déjà, je vous remercie d'être présent. C'est une thématique qui est extrêmement importante. Vous l'avez compris avec l'actualité des viols de Mazan, malheureusement. Donc, on a tristement entendu parler de la soumission chimique. Moi, vous l'avez compris, j'ai fondé Alors, moi, je suis effectivement pharmacienne. Je suis responsable suppléant du centre d'addictovigilance de Paris. Et j'ai fondé le CRAF, ce fameux centre de référence sur les agressions facilitées par les substances. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous parler de ce grand ensemble de modes opératoires criminels que sont les AFS. Je vais dire AFS parce que agression facilitée par les substances, c'est un peu long tout le long du topo. Mais ce qui est important, voilà, c'est de revenir un petit peu sur certaines définitions. Alors, justement, la première, c'est qu'est-ce que c'est qu'une agression facilitée par les substances ? Donc, c'est un ensemble de modes opératoires criminels ou délictuels. On distingue deux sous-modes opératoires, soit la soumission chimique, dont on entend beaucoup parler en ce moment, donc soit la vulnérabilité chimique, dont on n'entend pas du tout parler. Et c'est problématique. La soumission chimique, on vous drogue à votre insu ou sous la menace, dans le but de commettre un crime ou un délit. Donc la consommation de la substance n'est pas consentie. Je ne suis pas d'accord pour consommer. La vulnérabilité chimique, je consomme volontairement. J'ai pris de l'alcool, un rail de coke, un ecstasy, j'ai fumé un pétard, et ça m'a mis dans un état de fragilité qui va être apparent pour mon agresseur et qui va faciliter son passage à l'acte. Tout de suite, il faut le poser. Vous n'êtes pas à convaincre, mais ça va le mieux en le disant. Dans les deux cas, c'est très grave. Dans les deux cas, on n'a pas le droit. Dans les deux cas, il faut repositionner l'agression au centre. Personne n'a le droit d'agresser personne, que la personne soit sobre, défoncée ou droguée à son insu. Ce ne sont que des modes opératoires criminels qui sont tous des facteurs aggravants pour l'agresseur. Donc, il faut vraiment poser le décor. On n'est pas responsable de son agression d'aucune façon, vous le savez, mais c'est mieux en le disant. Alors, effectivement, il y a un phénomène dont on parle beaucoup, c'est la soumission chimique, la vulnérabilité chimique, elle est un peu mise sous silence. C'est un petit peu la nouvelle mini-jupe, la vulnérabilité chimique. On continue à penser que, quelque part, ces victimes-là l'ont un peu cherché. Mais bien, je suis là pour vous dire le contraire, évidemment. Donc, on pourrait penser que les agressions facilitées par les substances est un phénomène nouveau. Après, on parle de drogue, on parle de plein de choses qui sont un peu sensationnalistes, etc., qui ont défrayé la chronique. Évidemment que non, donc vous pouvez les retrouver bien sûr il suffit de regarder les contes de fées, il suffit de regarder les contes médiévaux, il suffit de regarder toutes sortes de littérature en tout genre. Je pense qu'ici tout le monde a entendu parler du mythe de Tristan et Iseut, par exemple. Moi je l'ai appris en 4e quand j'étais préadolescente. Et Tristan et Iseut, on va vous parler d'un filtre d'amour. En 2025, on parlerait de la drogue du violeur, mais dans Tristan et Iseut,
On parle d'un filtre d'amour ou d'un filtre de vérité, comme on peut l'entendre dans ces contes. Je ne parle même pas des princesses endormies. Je sais que la plupart d'entre vous savez qu'elles sont toutes endormies et que la somnophilie est la règle. Donc voilà, donc ça c'est des choses qui sont quand même assez présentes. Et encore, c'est dans les contes, les versions qu'on a proposées aux enfants sont les plus soft, hein, parce que dans les vraies versions, parfois, elles se réveillent pas après le baiser, elles se réveillent par les contractions de l'accouchement. Donc, ça veut dire on a couché avec elles. D'ailleurs, dans notre langage 2025, violées pendant leur coma. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement présent. Alors, on parle des contes, mais sans parler des contes, vous avez aussi toute la mythologie. On parle beaucoup des sorcières, donc je vais éviter de taper dessus. Je pense qu'elles ont pris pour leur grade. Mais vous avez entendu parler, par exemple, de la sorcière Circé qui attire les marins avec la scopolamine avant de les transformer en cochons. Et puis, vous avez le dieu du vin, dieu Dionysos, de la fête, qui, lui, son petit truc, c'est d'attendre que les nymphes viennent s'abreuvoir dans les fleuves. Et là, il transforme l'eau en vin, et donc les nymphes deviennent ivres, et là, ça facilite leur viol. Donc, vous l'avez compris, vieux comme le monde, mais j'adorerais vous dire que tout ça n'est que littérature, poésie et catharsis. Vous savez très très bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça en réalité, que malheureusement, c'est bien une réalité criminelle qui est inscrite dans de très nombreux faits divers, que vous connaissez beaucoup plus nombreux que vous ne pensez, et déjà depuis les années 70 et bien avant. Je pense par exemple, pour vous donner quelques indications, si je dis ici l'affaire Polanski, par exemple, je pense qu'il n'y a pas une personne qui ignore ce qu'est l'affaire Polanski. Mais combien vous l'identifiez comme un cas de soumission chimique infantile, puisqu'on donne un médicament, et sans même arriver au médicament, des flûtes de champagne, à une jeune fille de moins de 15 ans, donc pas en état de consentir. Chez les enfants de moins de 15 ans, on considère que de toute façon, il n'y a pas de consentement possible, hein, dans notre logiciel. Et donc, je suis un adulte, j'ai autorité sur lui, je lui demande d'avaler le comprimé, il l'avale. Donc, j'ai pas besoin de le piéger, l'enfant. L'enfant, il exécute les ordres. Et évidemment, après, s'en est suivi le viol de cet enfant. Donc voilà, ça fait partie des affaires de soumission chimique infantile qui sont pas forcément étiquetées comme telles. Et puis après, en dehors de cette affaire, il y en a des tonnes, hein, l'affaire Fourniret, l'affaire Dutroux, enfin tout ça, les enfants enlevés, kidnappés, séquestrés, ça ne s'est pas fait sobre. Voilà. Donc voilà, c'est des modes opératoires qui sont très connus. Au-delà de nos frontières, vous avez par exemple l'affaire Jeffrey Dahmer, et là c'est dans les années 80 aussi, où donc je vous passe les détails de cette affaire sordide parce que je pense que c'est personne n'a le cœur assez accroché pour ça, mais globalement, de la même façon, on va utiliser une substance, un médicament pour droguer des personnes avant de les tuer, et concrètement là c'était violer leurs cadavres. Donc ça fait partie des choses qu'on a observées, qui ont été objectivées de tueurs en série ou de violeurs en série. Mais une fois que je vous ai dit ça, ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne l'a pas identifié comme un sujet de santé publique. Et déjà, il y a très longtemps. En fait, le premier signalement de santé publique qui nous est parvenu, c'était l'enfance en danger. Donc, on nous a parlé de ce qu'on appelle les enfants chimiquement battus, dans notre jargon. C'est des enfants qui sont maltraités, pas forcément à des fins de violence sexuelle ou autre, ça, bien sûr, ça existe, malheureusement, l'inceste, je ne vais pas vous l'apprendre. En revanche, là, c'est des enfants qu'on ne frappe pas avec des coups, mais qu'on assomme avec des médicaments. L'objectif, c'est de soustraire à ses obligations parentales, par exemple, sortir le week-end si on en a envie, c'est l'alcool dans le biberon du nouveau-né pour qu'il arrête de pleurer, c'est des neuroleptiques qu'on va donner à des enfants pour qu'ils dorment, etc., etc. Plutôt que de raconter une histoire pour dormir, par exemple. Et donc le premier signal qu'on a eu, c'était en 82, et là c'est un signal de santé publique. C'est la professeure Jacqueline Jouglar, qui est médecin légiste justement à Marseille, qui a identifié ce mode opératoire criminel et ce mode de maltraitance infantile. On a fait un état des lieux en 97. Dans les années 90, c'est là où le fameux GHB va prendre le titre de drogue du violeur. Et en fait, on va s'apercevoir très rapidement que ce sont surtout des médicaments qui sont détournés. À l'époque, c'était l'AFSAP, c'est l'ancienne agence du médicament, avant elle s'appelait l'AFSAPS, la NSM, qui avait demandé justement cette enquête. Et on s'est aperçu que c'était surtout des médicaments détournés. Au départ, on parlait même pas de soumission chimique, on parlait de soumission médicamenteuse. Et vous comprenez pourquoi c'est l'agence du médicament qui s'est attelée à cette thématique, puisque c'est elle qui est la garante de la réduction des risques en matière de détournement des médicaments, a fortiori à des fins criminelles ou délictuelles. Donc c'est depuis 97 qu'on a un état des lieux, et depuis 97, tous les ans, depuis 2003, on met en place une enquête pharmaco-épidémiologique, donc une surveillance prospective permanente sur l'usage criminel des substances.
Et ça, on peut quand même se dire cocorico, il n'y a pas beaucoup de pays en dehors de la France qui ont une étude de pharmacoépidémiologie depuis plus de 20 ans sur l'usage criminel des substances. Elle est très imparfaite, partielle, par plein d'aspects, mais elle a le mérite d'exister et on pourra en parler tout à l'heure plus précisément. Alors une fois que je vous ai dit ça, c'est pas du tout pour vous dire super, tout a été fait, il n'y a rien à faire, vous avez compris, sinon j'aurais pas créé le CRAFS. Donc il va quand même y avoir un tournant. Le premier tournant sur les agressions facilitées par les substances, ça va être en automne 2021. En automne 2021, en Belgique, par un mouvement de libération de la parole qui s'appelle le hashtag Balance ton bar. Il fait écho au Balance ton porc pour ceux qui ont suivi le hashtag MeToo en 2017. Et là, justement, en Belgique, on va avoir une libération de la parole qui va vraiment se répandre comme une traînée de poudre sur différents territoires européens. Et on va avoir une résonance toute particulière. Ce mouvement de libération de la parole, donc on pouvait entendre serveur, violeur, état complice, victime on vous croit, ma chère est-elle le prix pour boire un verre, etc. Donc marre de devoir faire attention à mon verre, GHB, laissez-nous danser en paix, ça c'est quelques slogans qu'on pouvait entendre pendant les boycotts des établissements festifs. Ça va se propager et en se propageant, ça va muter pour s'internationaliser d'une certaine manière et du hashtag balance ton bar, on va l'appeler le hashtag MeTooGHB. Et donc, nous, pas de bol, même période en automne 2021, on va avoir la fameuse alerte sur les piqûres malveillantes, pour ceux qui ont entendu parler des fameuses piqûres. Alors effectivement, aujourd'hui, nous savons que les affaires de piqûres malveillantes ne sont pas des cas de soumission chimique, puisque pour que ça soit des cas de soumission chimique, il aurait fallu qu'il y ait des substances injectées et un crime ou un délit intenté après l'injection. Là, il y a ni l'un ni l'autre. On n'a pas trouvé de substance injectée et a priori pas de violence au décours de la sensation de la piqûre, c'est-à-dire en dehors de la piqûre elle-même. Donc potentiellement, c'était piquer pour faire peur, donc potentiellement des agressions par des objets piquants, hein, ça, on ne remet pas en doute la parole des victimes. En revanche, ça ne répond pas à la définition de la soumission chimique. Mais à ce moment-là, c'était venu dans le même faisceau et donc nous étions en alerte. Donc j'avais été nommée également par l'Agence du médicament sur la surveillance des cas de piqûres malveillantes. Donc en très très peu de temps, en quelques semaines, la soumission chimique va devenir le symbole ultime des violences faites aux femmes avec une accumulation de témoignages sur les réseaux sociaux. Et en France, ça va avoir quelque chose de très particulier tout de même, c'est que ça va pas rester cantonné à la sphère festive. On va passer de la sphère festive avec le Balance ton bar et puis très rapidement, je vous rappelle un peu le calendrier, en 2022, il y a la sortie du livre de Caroline Darian, la fille de Gisèle Pellicot, donc la principale victime des viols de Mazan, qui va écrire son livre Et j'ai cessé de t'appeler papa, et la projecteur sur les violences intrafamiliales utilisant ce mode opératoire. Et puis ensuite, on va avoir le mouvement M'endors pas qu'elle va lancer, donc on va accompagner tout de suite, dès le départ, on sera main dans la main avec Caroline. Et puis après, on va avoir l'affaire qui va mettre en cause le sénateur Joël Guerriot, qui va montrer aussi, laisser circuler le fameux hashtag Sénatopor, puisque ça n'a pas arrêté, et qui montre que la soumission chimique, c'est dans la sphère festive, mais c'est aussi dans la sphère privée, intrafamiliale, voire professionnelle, et jusqu'au plus haut sommet de l'État. Donc, vous l'avez compris, très rapidement, on a carrément une mission au gouvernement qui est ouverte dès le 9 avril 2024. Donc, en France, il y a tout de même une résonance tout à fait particulière d'un pays qui déjà surveille ce mode opératoire criminel depuis plus de 20 ans. Donc il y a quand même une spécificité en France. Alors effectivement, pour cette libération de la parole, elle aura forcément un impact sur les données, donc les données de plainte, etc., comme souvent quand il y a une libération de la parole. Et puis il y a des données chez nous, un impact sur les données de santé publique également. Donc on va voir monter en flèche les signalements suspects dans notre structure. Alors, notre structure, donc le Centre d'addictovigilance de Paris, a dû mettre en place un plan d'urgence en quelque sorte. On prenait la vague et il fallait pouvoir donc surfer avec. Et justement, vous voyez ici les petites bulles. Et donc effectivement, les petites bulles, je vous les décris. Donc, vous allez avoir justement, on a fait des campagnes de sensibilisation, on a dû déployer beaucoup de formations, du téléconseil, etc., pour que les personnes puissent être accompagnées du mieux possible et continuer nos missions d'expertise, etc. Et alors, ce qui est intéressant à noter, c'est déjà, alors pourquoi est-ce qu'on a mis en place ce plan d'urgence? Parce qu'il y avait cette libération de la parole, qu'il y avait une demande justement de prise en charge. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de vous dire quel a été notre diagnostic.
du coup, puisque je dis que plein de choses étaient mises en place, mais ça a été quoi le diagnostic qu'on a posé après autant de remue-ménage? Et donc, le diagnostic, en réalité, il est assez sombre sur la prise en charge des victimes. Parce que je vous ai parlé de vigilance pour l'instant, de surveillance, pas de prise en charge des victimes. La première chose, déjà, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait énormément d'idées reçues sur les agressions facilitées par les substances. Alors, on le savait, mais là, c'était quand même grandiose. Donc, on s'est aperçu que ces idées reçues, elles touchaient absolument tout. Le profil des victimes, le profil des agresseurs, les modes opératoires criminels, les lieux de commission des faits, les conséquences sur les victimes, les substances qu'on utilise. Enfin, il n'y a pas grand-chose qu'on sait en réalité sur ce mode opératoire. Et pire, on va dire que les idées reçues, parce que les idées reçues, si vous voulez, quelque part, ce sont des idées partielles et partiales, mais elles ne sont pas fausses. Oui, ce sont majoritairement des femmes, oui, ce sont majoritairement des violences sexuelles, oui, le GHB peut être utilisé, mais c'est très incomplet. Et donc, ça ne permet absolument pas des campagnes inclusives et encore moins une connaissance du phénomène. Et si on n'a pas le bon logiciel, on ne peut pas accompagner les victimes. Si vous pensez par exemple que toutes les victimes sont des jeunes filles de 20-29 ans, et si j'ai envie d'être provocatrice avec une petite jupe courte dans une ruelle sombre, imprudente et alcoolisée, ben vous passez à côté de Gisèle. Voilà. Donc les idées reçues, c'est toxique. Faut s'en défaire. Sinon, on ne risque pas de repérer des victimes en fait. Donc ça, c'est le premier point. Mais à la limite, les idées reçues, il y a un fond de vérité. Beaucoup plus problématique que les idées reçues, ça a été les fake news. Donc là, c'est carrément, c'est faux. Ouais, ça n'a aucune valeur scientifique, c'est ubuesque, ça n'a pas de sens. On pourrait sincèrement faire une séance entière sur les idées reçues qui ont circulé et les fake news. Pour les fake news, je vais vous en citer quelques-unes seulement. Par exemple, on a vu circuler l'encyclopédiste, pour le nommer, qui diffusait notamment sur les réseaux sociaux des recommandations pour faire attention à son verre. Et donc, on nous expliquait que, par exemple, vous étiez en capacité, vous, à l'œil nu, de savoir si on a mis quelque chose dans votre verre ou pas. Donc, il faudrait des glaçons qui coulent, une boisson un peu brumeuse, de la mousse. Donc, autant vous dire que tous vos verres sont suspects, hein, partant de là. Donc, vous allez en gaspiller de l'alcool. Mais indépendamment de ça, c'est extrêmement problématique parce que ça laisse penser aux victimes qu'elles étaient en capacité de le voir. Donc, ça entretient en plus cette culpabilité crasse qui nous colle à la peau. Et puis en plus, c'est faux, parce que vous le savez que dans la majorité des cas, l'agresseur, ce qu'il va rechercher, c'est de vous piéger. Donc l'objectif, c'est d'utiliser des substances exactement inodores, incolores, insipides, solubles dans l'eau, amnésiantes, à demi-courtes, et j'en passe. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si vous en êtes aperçu, c'est qu'il a raté son coup. Voilà. Mais concrètement, vous n'êtes pas responsable de ne pas vous apercevoir qu'un verre est souillé par une drogue. Vous n'êtes pas une machine. Donc ça, c'est des recommandations qui servent à rien. Plus méchant encore que ce type d'apprenti expert qui explique quoi faire en soirée. Pendant l'alerte des piqûres malveillantes, on a eu des idées épouvantables, nauséabondes, qui ont ressurgi sur les personnes séropositives. On nous expliquait partout sur les réseaux sociaux que, et je ne caricature même pas, croyez-moi, pour avoir interrogé la base de données SIDA Info Service, c'était quand même quelque chose, que voilà, une cohorte de sidaïques sortis de nulle part était là pour contaminer des gens avec des seringues infectées. Et le but, c'est de ne pas de laisser de traces, parce que le machiavélisme derrière tout ça, c'est que vous ne vous aperceviez pas que vous avez été piqué, parce qu'il faudrait atteindre le stade SIDA avant même d'être dépisté. Bon, en tout cas, du gros délire. Et on le redira jamais assez. Il faut foutre la paix aux personnes séropositives qui n'ont rien demandé. Donc la sérophobie en 2025, c'est quand même assez lamentable. Et puis, vous le savez tous, mais ce soit toujours mieux en le disant, il vaut mieux 1000 fois coucher avec un séropositif qui est à charge virale indétectable qu'un séro-ignorant. Mais ça, on le répétera jamais assez. Donc vraiment, faut lâcher les baskets aux personnes séropositives qui n'ont rien demandé. Et ça a été sans doute, en tout cas de mon côté, la fake news la plus douloureuse. Parce que c'est des choses qu'on n'a plus envie de voir en 2025. Et donc, quelque part, il y avait toutes ces fake news et ces idées reçues étaient présentes dans un contexte où il n'y avait pas de plateforme nationale qui vulgarisée, disponible pour tout le monde. Quand je dis vulgariser, c'est aussi pour les professionnels. On a besoin de vulgarisation, nous aussi. Et donc, c'était un peu en roue libre, avec en plus un intérêt croissant pour la thématique. Donc, toute la presse s'empressait d'avoir les informations. Donc, on a compensé comme on a pu par des passages médias, etc. Mais c'est pas suffisant. Et donc, indépendamment de l'intérêt théorique pour la thématique, il y a eu surtout une demande croissante de prise en charge. On fait quoi des victimes ?
Et effectivement, cette demande croissante de prise en charge, elle s'est heurtée à une méconnaissance totale du circuit. Donc on ne savait pas quoi faire quand on était victime d'une soumission chimique ou qu'on le suspectait. Et on se heurtait à une difficulté supplémentaire, c'est que le maillage territorial est extrêmement hétérogène. Donc on ne pouvait même pas dire, par exemple, à une heure de grande écoute, allez tous aux urgences et vous serez pris en charge. Ce n'est pas vrai. Donc chaque territoire avait sa réalité et ses modalités de prise en charge. Donc en quelque sorte, on a dit à des victimes, faites vite, 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 mais pas dans quelle direction. Je vous laisse imaginer l'anxiété que ça génère, donc de devoir naviguer rapidement sans boussole. Et puis quand bien même la victime en question aurait eu son premier réflexe habituel, pousser la porte des urgences, aller voir son médecin, etc., là elle se heurtait à un défaut de prise en charge. Par un défaut de formation des professionnels que vous connaissez par cœur, mais en l'occurrence aussi même jusqu'à un défaut, et là-dessus j'insiste, parce que ça coûte pas d'argent et ça demande pas grand-chose, d'être juste sympathique, accueillant et pas dans le jugement, on devrait pouvoir s'en sortir. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On a eu beaucoup de réclamations et beaucoup de témoignages assez épouvantables sur la façon dont certaines victimes ont été reçues, y compris par les professionnels de santé. Parce qu'on casse beaucoup de sucre sur le dos des policiers, on en parlera tout à l'heure, mais on n'est pas bien meilleur. Il faut le reconnaître. Et puis, au-delà de les structures qui sont, on va dire, où on peut avoir un défaut de formation et de prise en charge, et puis en plus ne pas soigner l'accueil, alors que l'accueil est déterminant pour toute la suite. Si vous n'avez pas été prise en charge convenablement au départ, il ne faut pas compter sur elle pour avoir encore confiance en qui que ce soit, la victime. Et effectivement, chez ceux qui soignent extrêmement bien l'accueil, en tout cas on ne peut pas leur faire ce procès-là, c'est les dispositifs d'écoute, ils ont été biberonnés à l'accueil, au non-jugement, à l'écoute, etc. Là, il y avait un défaut de formation. Donc on avait d'un côté des super dispositifs, je pense notamment à Drogue Info Service, qui connaissaient très bien les drogues, mais plutôt un usage volontaire, récréatif, festif, etc. Et puis de l'autre, mais pas grand-chose aux violences. Et puis de l'autre côté, on avait des Rolls-Royce de la violence, le 3919, le collectif féministe contre le viol, enfin le 119, toutes ces structures qui sont là justement pour faire des signalements de violence, qui par contre n'étaient pas du tout sachantes sur les substances et encore moins sur l'usage criminel, qui est une science à part. C'est de la science forensique, c'est de la criminalistique. Donc, pour ne rien gâcher, je vous ai dit, le tableau est noir. Pour ne rien gâcher, le parcours de prise en charge des victimes sur le territoire national tel qu'il est organisé est conditionné au dépôt de plainte. Or, dans la majorité des cas, les victimes ne souhaitent pas déposer plainte d'emblée. Je fais exprès d'ajouter cette hygiène lexicale. Elles ne souhaitent pas déposer plainte d'emblée. Elles sont en état de choc, elles vont pas très bien. Et c'est toute la difficulté, c'est pas vrai. La victime, elle voudra déposer plainte dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans 5 ans peut-être. Mais en tout cas, sur le moment, elle est en état de choc. C'est compliqué de déposer plainte. Il y a plein d'obstacles. On aura l'occasion d'en parler. Et ce n'est pas si évident à faire. Et donc, nous, notre devoir en tant que soignants, c'est comment s'assurer qu'elle puisse conserver les éléments de preuve si jamais elle change d'avis. Parce qu'elle va changer d'avis. Pour beaucoup d'entre elles, elles vont changer d'avis à un moment. Mais là, tout de suite, c'est compliqué. Et quand je vous parle des obstacles au dépôt de plainte, on ne peut pas tous les décliner, vous les imaginez bien, mais juste certains, c'est important. Les victimes ont peur de ne pas être crues, vous le savez, mais par tout le monde. Donc là, je veux réinsister fortement là-dessus. On entend encore beaucoup trop. Elles ont peur de ne pas être crues par la police. Entre autres, par la police. Elles ont peur de ne pas être crues par leurs compagnons, elles ont peur de ne pas être crues par leurs amis, elles ont peur de ne pas être crues par leurs patrons, elles ont peur de ne pas être crues par leurs soignants, etc., etc. Elles ont peur de tout le monde, accessoirement. Donc la première hygiène à avoir, c'est de se poser la question comment moi-même j'accueillerais une parole d'une personne qui viendrait me dire en fait, là je viens de subir un viol et je pense qu'il m'a mis quelque chose dans mon verre. Est-ce que je vais dire, je vais accueillir cette parole, est-ce que je vais dire n'importe quoi, je t'ai vu hier, t'étais complètement éméché, et puis c'était clair que tu le voulais, et puis je le connais par cœur, ce gars, il est super, et qu'est-ce que tu me racontes? Voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose, une introspection qu'on doit faire collectivement. Indépendamment de la peur de ne pas être cru, il y a la peur bien sûr des répercussions socio-professionnelles, elles sont pas dupes, qu'il va y avoir un prix à payer à cette prise de parole. On peut avoir peur aussi du parcours judiciaire, on va pas se mentir, c'est pas une balade, donc personne n'a envie de se taper un procès, d'être lié pendant encore quelques années à une personne qu'on redoute. Elles ont peur de déposer plainte aussi, elles n'osent pas le faire parce qu'elles ont cette amnésie, donc elles se souviennent pas forcément des événements, ou peu ou mal, et puis ça rajoute de la culpabilité. Donc je vous cite ce qu'elles me disent souvent, c'est « je suis la pire des victimes, je ne peux aider personne, je ne sais même pas ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que vous voulez que je dise aux flics ?» Ou alors la peur phobique de la confrontation.
Comment confronter quelqu'un dont on ignore tout de l'histoire. Il détient la vérité et moi je vais être accrochée à lui en lui disant juste qu'est-ce qui est arrivé. Et puis après, la culpabilité, qui est très présente, inhérente la plupart du temps aux victimes de violences. Donc la culpabilité d'avoir soi-même consommé des substances. Mais vous savez, j'ai pris moi-même de l'alcool, moi-même j'ai pris un rail de coke, moi-même j'ai pris de l'ecstasy ou quoi que ce soit, donc je suis la pire des victimes. Je suis pas la bonne victime. Et puis après, vous avez, je regrette et je culpabilise d'avoir lâché prise. Je culpabilise de ne pas avoir su me défendre. Donc, alors que bon, on pourrait faire une séance entière sur l'effet de sidération et de façon neuroscientifique. Hein, je parle de science là, on n'est pas en train de parler d'autre chose. Et puis je culpabilise aussi de ne pas me souvenir de ce qui s'est passé, alors même qu'elle n'y est pour rien dans l'amnésie qu'elle a. Donc c'était très important d'avoir aussi des interlocuteurs. Donc c'était important d'avoir un esprit ouvert quand on accueille cette parole des victimes. Donc en réalité, le tableau est encore plus sombre que ce que je vous décrivais là, mais je vous assure, on va s'arrêter là hein, sur la descente aux enfers. Ça serait, on répète un peu partout dans la presse et ailleurs que les victimes ne déposent pas plainte. Et ça arrange aussi un petit peu quelque part. C'est vrai, hein, moins de 10% des victimes de violences sexuelles déposent plainte. Mais ça serait tellement bien si on pouvait dire, mais par contre, alors là, nous, les soignants, elles viennent nous voir, c'est incroyable. C'est pas vrai. Elles sont encore moins nombreuses à aller demander de l'aide à une structure de prise en charge. Et ça, c'est notre bilan en tant que soignant. On peut pas ne pas le regarder. Je ne dis pas qu'on est responsable, je ne dis pas qu'on est coupable, je dis simplement qu'il faut le regarder en face. C'est que la réalité, c'est pas juste des victimes qui n'auront pas un gain de cause parce que la justice ne fait pas suffisamment bien son travail. On est carrément face à des victimes qui sont complètement isolées et qui sont totalement dans l'errance. Et donc, quand on dit errance, alors Diane m'a autorisé à vous montrer cette photo d'elle. C'est une victime que j'accompagne. Quand on est dans l'errance, on est à la recherche de preuves privées. Et là, par exemple, vous avez la catastrophe d'une recherche de preuves privées. Donc là, Diane voulait faire des prélèvements de cheveux. Donc c'est un médecin qui va lui faire ce prélèvement de cheveux. J'insiste, ce médecin est le seul à avoir bien voulu l'accompagner quand tout le monde l'a envoyé balader. Donc c'est un gentil médecin, très gentil médecin. C'est une femme, en l'occurrence, qui lui a fait ses prélèvements. Sauf qu'elle ne savait pas faire des prélèvements de cheveux. Donc Diane a eu son prélèvement de cheveux au scalpel. Voilà. Ça a été extrêmement éprouvant pour elle. Là, vous ne le voyez pas, mais elle saigne. Hein. Donc elle saigne, elle a des petits bouts de cheveux un petit peu partout, etc. Donc elle est sortie, ça c'est une mutilation, hein, donc c'est pas du tout comme ça, je prélève des victimes tous les jours, c'est pas comme ça qu'on fait un prélèvement de cheveux. Et puis, donc elle a vécu un double traumatisme. Non seulement elle a vécu les violences sexuelles qu'elle a subies, mais en plus, après, ils ont fait ça au scalpel. Donc je vous cite juste quelques phrases que Diane a pu me dire. Je me suis sentie comme ces femmes qui ont couché avec les Allemands pendant la guerre, violées et rasées. Donc voilà, c'est des phrases qu'on entend. Ou alors comme la mère de Cosette qui vend ses cheveux parce qu'elle est pour nourrir sa fille. Voilà, c'est des choses qu'on peut entendre. Donc c'est très chargé et c'est extrêmement éprouvant. Elle a été particulièrement marquée par le prélèvement. Ou alors, elles sont sujettes à toutes sortes d'arguments mercantiles en tout genre. Il y a qu'à faut que, prenez votre vernis anti-viol, votre bandelette test, votre capote de verre pour parler de violences sexuelles. Je trouve que ça donne très mauvais goût, mais c'est mon avis. En tout cas, voilà, il y a qu'à faut que, tout est affaire de prudence et vous verrez, parce que comme ça touche des imprudentes, donc il faut être prudent et vous verrez quand vous êtes prudent, c'est magique, il n'y a plus de viol. Donc bon, il faut être très crédule pour le croire, mais en tout cas, il y en a qui y croient. Et donc, la synthèse de tout ça, c'est des victimes en errance. Et quand on parle d'errance, c'est un impact multidimensionnel. Aussi bien sur la santé physique, sur la santé mentale, les répercussions socio-économiques et j'en passe. Et donc, quand on nous bassine à tout va que les analyses toxicologiques coûtent cher, 1100 € dans le sang et l'urine, 1200 € dans les cheveux, on oublie de vous dire que ce qui coûte cher, c'est surtout les violences. C'est ça, le prix fort. Et que la santé, c'est un investissement. Donc, ce qui coûte, c'est la violence et ensuite l'errance. Donc, à défaut de pouvoir éradiquer la violence, on essaiera au moins de limiter l'errance. Ça, on peut y faire quelque chose, normalement. Donc l'objectif était après ce diagnostic, de dire comment rompre l'isolement des victimes. Ça, c'est l'objet numéro 1. Et puis comment rompre également l'isolement des professionnels. Parce que je vous ai parlé de Diane tout à l'heure, mais je vous ai pas dit que la médecin qui lui a fait les prélèvements était détruite aussi. Elle allait très très mal, elle en a pleuré, elle était mal. Elle a mal vécu ce prélèvement qu'elle a fait. Encore une fois, c'était la seule qui voulait bien l'aider. Et donc, bien sûr, le but, c'est de lever le voile un petit peu sur ce fameux chiffre noir. Alors, on ne va pas y arriver à avoir une vue parfaite de combien sont les victimes, mais en tout cas,
au moins de ne pas voir que le petit bout du sommet de l'iceberg émergent. Donc pour nous, c'est évident qu'il fallait monter en compétences pour mieux connaître cette thématique, et c'est pour ça qu'on a fondé le CRAFS, donc le centre de référence sur les agressions facilitées par les substances. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est que ce centre ? Donc c'est une plateforme en ligne initialement, donc on a publié le 15 octobre 2024, donc c'était au cœur du procès des viols de Mazan qui avait démarré le 2 septembre. Et en fait, les victimes, elles ont 3 possibilités. Elles peuvent soit nous appeler, donc directement au téléphone sur nos heures ouvrées. Malheureusement, on n'a pas la possibilité d'être 24/24, 7/7, mais en tout cas, elles peuvent nous appeler sur nos heures ouvrées. Sinon, elles peuvent nous écrire, là c'est 24/24, 7/7, en ligne. Donc quand elles nous écrivent, elles peuvent aussi bien nous demander d'être rappelées ou non. Parce que ça aussi, on le respecte. Ça peut être plus facile d'écrire son histoire que de la dire tout de suite. C'est un peu intrusif, un appel, donc c'est pas tout le monde qui est prêt à parler à quelqu'un, même si c'est un inconnu, au téléphone. Donc elles peuvent nous écrire, et puis des fois, elles sont rassurées d'être attendues. On a lu leur histoire, on sait qu'on va les recevoir. Parfois, elles sont pas prêtes non plus à ce qu'on leur parle. Et donc, on leur donne la possibilité d'écrire leur témoignage et qu'on les rappelle pas. On va respecter leur consentement. Donc ça arrive souvent dans les libérations de la parole. Par exemple, quand il y a les affaires des viols de Mazan, j'ai eu plein d'appels et aussi plein de témoignages de femmes septuagénaires qui se sont identifiées en Gisèle et qui ont pu, à ce moment-là, dire le mot viol conjugal et non pas devoir conjugal, qu'elles avaient appris longuement, et puis elles étaient en capacité. Parfois, elles sont veuves, parfois le mari n'est plus là, etc. Mais elles avaient besoin d'en parler parce qu'elles sont reconnues en Gisèle. Bon, très bien, toutes n'avaient pas envie d'être rappelées. Par contre, toutes avaient envie de donner leur un petit bout de leur histoire. Et puis, si elles veulent ni nous appeler, ni nous écrire, et c'est encore leur droit, elles peuvent directement consulter le circuit de prise en charge sur notre plateforme qui est disponible 24/24, 7/7. L'idée, c'est que, où qu'elles soient dans leur parcours, elles puissent avoir l'accès à l'information. Donc, qui a derrière le téléphone ? Donc, au CRAFS, nous sommes alors toutes des femmes derrière le téléphone, pas dans la structure. Nous avons un super secrétaire médical qui fait un travail formidable. Mais je veux dire, derrière le téléphone, c'est une prise volontaire de décision. On a décidé que ça allait être essentiellement des femmes, puisqu'on a souvent des affaires de violences sexuelles qui, malheureusement, dans la majorité des cas, sont commises par des hommes. Donc, quand on a une voix féminine qui décroche, et je vais aller plus loin que ça, c'est pas uniquement homme ou femme, c'est une voix féminine. C'est-à-dire qu'on a déjà fait l'expérience, je pense au collectif féministe contre le viol, quand on recrute une femme qui a une voix qui peut s'apparenter à celle d'un homme, parfois les victimes raccrochent. Donc on a tous une petite voix de bébé comme ça, toute chaude et enveloppante, et ça fait partie des critères de recrutement. Donc en femme, mais ce n'est pas notre seule qualité, nous en avons d'autres. Donc on est toutes pharmacologues, on est expertes en santé publique, on est spécialisées en usage criminel, et on est formées sur les violences sexistes et sexuelles et sur le psychotraumatisme. C'était très important pour nous que cette structure soit hyper spécialisée. Parce que quand vous avez un cancer, vous allez voir votre oncologue. Et de la même façon, quand vous êtes une victime de soumission chimique, vous devez interagir avec un pharmacologue spécialisé en usage criminel. Concrètement, ça ressemble à quoi un appel au CRAFS ? Pour que vous compreniez, si vous êtes confronté à une situation, comment est-ce qu'on va traiter les victimes que vous allez orienter vers nous ? On va prendre le temps de déconstruire les idées reçues sur les agressions facilitées par les substances. Vous l'avez compris, elles sont nombreuses. C'est pas pour leur faire la leçon, c'est simplement pour éviter tous les obstacles qu'elles vont mettre dans leur parcours pour être prises en charge. On va bien sûr faire un travail de déculpabilisation parce qu'elles se sentent toutes coupables de ce qui leur arrive. On repositionne l'agression au centre puisqu'elles vont nous dire cette fameuse phrase « S'il m'a droguée, c'est de sa faute. Si je me suis droguée, c'est de la mienne ». Et nous, on sera là pour dire non madame ou non monsieur, parce que nous n'avons pas que des femmes au téléphone, ce n'est pas de la vôtre. L'agression n'est pas permise, le reste est un mode opératoire. Donc, quand bien même je vous rendrai demain des résultats d'analyse toxicologique qui ne démontrent pas une prise d'une substance à votre insu, que pour autant vous n'y êtes pour rien pour ce qui vous est arrivé. Et puis on va encourager la judiciarisation, évidemment. Alors on ne force rien. Alors bien sûr, je ne parle pas des mineurs pour lesquels nous ferions des signalements. Je ne parle pas des personnes vulnérables, donc personnes en situation de handicap. Je parle vraiment d'une personne majeure, un appel les plus classiques qu'on a. On va les encourager à déposer plainte parce qu'on parle tout de même de faits criminels, délictuels, réitérants, pouvant faire d'autres victimes. Donc c'est notre engagement. En revanche, on ne les culpabilise pas, on ne les force pas, on respecte leurs décisions. Mais ça, il en va de notre éthique de l'encourager à déposer plainte. Et puis, on applique systématiquement, évidemment, le principe d'écoute et de non-jugement, cela va sans dire, mais surtout, on va essayer d'avoir une approche pédagogique. C'est pas facile de parler de pharmacodynamie, pharmacocinétique, des produits, des métabolites. Donc, ça va dépendre des questions. C'est quand même très technique. On essaie de vulgariser au maximum. Et on va leur donner toutes les précautions à prendre, en l'occurrence,
pour conserver les éléments de preuve, notamment, par exemple, le traitement qu'elles doivent réserver à leurs cheveux. Donc, de faire attention à ne pas couper, décolorer, appliquer des traitements agressifs, type lissage brésilien, des choses comme ça. Et puis, on va les aider, selon leur histoire, à recueillir les faisceaux d'indices qui peuvent intéresser les enquêteurs. Si elles décident de déposer plainte, je vous donne un exemple, mais par exemple, si la personne dit je me suis lavée, donc je pense qu'ils ne trouveront pas d'ADN étranger, très bien, dans ce cas-là, est-ce que vous avez lavé vos vêtements ou pas? Donc, j'ai pas lavé ma culotte ou mes collants, très bien, vous mettez ça dans une enveloppe craft, pas dans un sac plastique, ça détruit l'ADN, etc., etc. Donc, on va les orienter, les accompagner tout doucement vers le recueil des différents éléments de preuve. En tout cas, ce qui pourrait constituer des éléments de preuve. Et puis après, surtout, on va les orienter selon le circuit de prise en charge le plus adapté pour elles. Notre boussole, c'est elle. Donc, si elles se sentent prêtes à déposer plainte, formidable. Si elles ne se sentent pas prêtes à déposer plainte, de toute façon, le principe, c'est qu'on est encore là pour elles. On ne va pas se laver les mains en disant madame, elle n'a pas fait ce que je lui ai demandé de faire, donc moi j'ai fait ce qu'il fallait. Donc surtout pas. On va les orienter vers les dispositifs qui vont les accompagner à le faire à moyen et à long terme si elles le décident, donc les renseigner sur leurs droits. Il y en a plein, des dispositifs formidables qui travaillent là-dessus. On peut les orienter aussi vers un suivi psychologique, quand des fois elles ne se sentent pas prêtes d'aller vers le dépôt de plainte, mais pour autant elles ont besoin d'un accompagnement. Parfois, même franchir la porte du psychologue ou du psychiatre, c'est encore difficile. Dans ce cas-là, il y a des dispositifs d'écoute qui existent et on va s'adapter en leur donnant les dispositifs d'écoute. Elles sont formidables, les écoutes ententes, les dispositifs d'écoute, c'est un appui majeur. Et surtout que les violences génèrent beaucoup d'isolement et en fait, on retrouve de nouveaux alliés et puis c'est extrêmement réconfortant, c'est très important. Etc., etc. On va s'adapter à chaque réalité. Imaginons qu'une personne ait en plus des difficultés de consommation avec une majoration des consommations habituelles de drogue, etc., et qu'elle souhaite un suivi addictologique, et on l'orientera également vers un suivi addictologique. Mais le principe, c'est qu'on s'adapte aux besoins de chacune. Et évidemment, s'il s'agit de viols ou alors d'amnésie, de faits qui peuvent s'apparenter à des violences sexuelles, il faudra prendre en compte tout le risque de contamination infectieuse, le risque de grossesse non désirée, etc., etc. Ça dure 1 heure, un entretien avec une victime. Donc c'est pour vous dire, on ne sera pas expéditif avec vos victimes ou avec vous, si c'est vous qui nous appelez, parce qu'on est aussi là pour les professionnels qui eux-mêmes peuvent être victimes. Donc de toute façon, ce numéro est précieux pour vous, pour vos proches et pour vous en tant que professionnel, mais aussi pour vous en tant qu'être à part. Donc ça va durer 1 heure. Donc on n'est pas expéditif parce que ce sont des appels qui sont exigeants. En fait, les victimes parfois vont mal, souvent vont mal, il y a des pleurs, il y a des secousses, et donc on laisse pleurer, elles ont du mal à construire leurs idées parce qu'elles ont une amnésie, donc on va pas leur dire faites vite et mieux que ça, etc. Donc on est là, on est disponible. Donc c'est un sujet qui est important pour nous. On a aussi la connaissance, en tout cas dans la mesure du possible, des projets de recherche scientifique qui sont en cours. Donc là, par exemple, c'est l'étude de recherche scientifique que je pilote actuellement. Donc j'ai mis la nôtre parce que c'est celle qui est actuellement en route. Mais l'objectif, c'est qu'on soit, nous, une machine promotionnelle pour tout ce que vous mettez vous en place aussi. Donc vous n'hésitez pas à nous dire quand vous avez des études de recherche scientifique. Et donc là, moi, par exemple, je pouvais faire bénéficier aux victimes de prélèvements capillaires avec des analyses en laboratoire spécialisées. Et l'objectif, c'est qu'elles sachent qu'elles puissent en bénéficier. Puis comme ça coûte 1 200 €, chez moi, c'était aux frais de la recherche. Donc ça valait le coup qu'elles viennent le faire chez moi, par exemple. Etc., etc. Mais ça pourrait être d'autres projets de recherche scientifique sur l'urine ou ailleurs. Nous, en l'occurrence, c'était un projet de recherche scientifique sur le cheveu. Et donc l'objectif, c'est qu'on travaille en très étroite collaboration avec le centre d'addictovigilance, d'où je viens à la base. Moi, je suis addictovigilante et experte auprès de l'Agence du médicament sur l'enquête soumission chimique. Donc moi, à chaque fois qu'on identifiera au CRAFS des substances qui peuvent justement s'apparenter à des agents de soumission chimique donnés à une victime à son insu, je vais faire la déclaration au centre d'addictovigilance de Paris. Et le centre d'addictovigilance de Paris, lui, va saisir les cas dans la base nationale. Et là, notre travail, nous, d'addictovigilance, c'est de faire en sorte que l'information remonte au niveau le plus haut. C'est-à-dire, nous, quand on saisit le cas dans la base nationale d'addictovigilance, on informe les autorités nationales, sanitaires, et cette base implémente automatiquement la base européenne EDRA Vigilance, qui elle-même implémente automatiquement la base internationale Vigilise de l'OMS. Donc quand on a connaissance d'un médicament détourné à cette fin, le fait qu'on ait connaissance de ce cas, on le saisit et ça remonte au niveau le plus haut. Ce centre, il existe, il est soutenu par le gouvernement depuis un certain temps. Donc vous avez sur le site de CESFARM, d'ailleurs, vous pouvez retrouver la fiche et vous pouvez la télécharger, où justement on explique que la soumission chimique vous enlève vos souvenirs mais laisse des traces. Et donc, si vous avez un doute, ici on vous écoute et le QR code vers notre plateforme.
On est soutenu par de nombreuses sociétés savantes, mais pas que, évidemment, des structures. Et ce qui est important d'avoir en mémoire, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, cette structure est individualisée, donc c'est devenu un centre à part. C'est né de la dictovigilance de Paris, mais maintenant c'est un centre à part parce qu'on aimerait que chaque centime qui soit déboursé pour le CRAF soit strictement fléché vers les victimes. Hors de question de faire un dispositif générique et c'est pour nous la garantie en fait également de la pérennisation des actions. Par exemple, on pourrait dire ça pourrait être fait par les centres antipoison, ça pourrait être fait par ailleurs, finalement on parle de la même chose. Moi je ne pense pas que ça soit la même chose, la morsure de serpent, le fait qu'on ait mangé un champignon toxique, le gamin qui avale ses piles et une femme violée après une administration de substances nuisibles, ce n'est pas le même travail. Et c'est parce que vous allez avoir une structure qui est dédiée, c'est ce qui va permettre, en tout cas c'est ma conviction, qu'on ne lâche pas la garde sur ces questions-là, parce que croyez-moi sur parole sur cette question, dès qu'il y a des restrictions budgétaires, des austérités qu'il faut hiérarchiser, c'est le droit des femmes et des enfants qui passe à la trappe. On est bien d'accord. Donc voilà, c'est important de le dire, on a besoin d'une structure dédiée. Donc ça fait pas plaisir, ça demande un fléchage supplémentaire budgétaire, mais on l'a dit, la santé c'est un investissement et les femmes et les enfants le méritent, et aussi les hommes, puisqu'on aura l'occasion de dire que les hommes aussi sont malheureusement victimes de ces violences. Alors on pourrait dire pourquoi finalement j'ai pas appelé ça le centre de référence sur la soumission chimique, pourquoi avoir dit le CRAFS? Je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on voulait inclure soumission et vulnérabilité chimique. Et c'est très important et je vais vous dire pourquoi c'est important. Au-delà du fait que c'est une thématique qui me tient à cœur et qu'elle est tout aussi grave et importante, la vulnérabilité chimique, on ne peut pas gérer convenablement une victime de soumission chimique, en tout cas qui le suspecte, si on ne sait pas ce que c'est que la vulnérabilité chimique. Parce que par définition, vous aurez que des victimes qui suspectent avoir été droguées. Après, elles auront un résultat d'analyse qui dira est-ce que j'ai été droguée ou non. Et donc, si vous n'avez pas fait le travail initial de dire à une personne que vous avez tout à fait le droit de penser que vous avez été drogué parce que vous avez des signes qui vous ont alerté, que moi-même, je vous ai communiqué en tant que centre de référence, je vous ai dit, devant une amnésie, des troubles du comportement, des troubles somatiques divers, etc., inhabituels, en présence de faits criminels ou délictuels possibles, vous avez le droit d'être alerté et de vous dire peut-être qu'on m'a drogué. Le cas typique, c'est je me réveille nue dans la rue sans souvenir. J'ai pas de souvenir, je n'ai rien à faire nue dans la rue, tout m'indique que quelque chose d'anormal s'est passé. C'est après les analyses toxicologiques qu'on pourra dire à cette personne, est-ce que c'était 3 grammes d'alcool dans le sang ou est-ce que c'était 3 grammes d'alcool dans le sang plus Xanax et madame qui prend pas le Xanax, par exemple. Et ben ça, c'est l'analyse qui le dira. Mais dans tous les cas, vous êtes d'accord que cette femme a été violée dans la rue et qu'elle n'avait rien à y faire, nue dans la rue, etc. Elle sait que quelque chose s'est passé, elle ne sait pas combien ils étaient, si le rapport était protégé, pas protégé, mais ne vous imaginez pas qu'une victime s'ignore forcément. Il y en a qui s'ignorent, mais dans la plupart des cas, qu'elles aient une amnésie ou pas, quand même, elles ont des signes de violence possibles. Il faut vraiment qu'il y ait un mode opératoire hyper ficelé, comme Dominique Pellicot a pu le faire, pour que ça soit non apparent ou difficilement apparent pour les victimes. Et dans la plupart des cas, les agresseurs vous jettent comme vous êtes et ils vous racontent pas une histoire pour dormir, ils vous rhabillent pas, ils vous lavent pas. Hein. Donc, la plupart du temps, c'est évidemment des histoires où on se réveille dans les buissons, on a des douleurs et on comprend pas ce qui s'est passé. Donc, et c'est important parce que ça permet d'accompagner ces victimes, puisque c'est toutes celles-là qui vont vous appeler parce qu'elles suspectent des violences après une administration de substances nuisibles. Et vous, votre rôle, ça sera de leur rappeler que, 1, si on leur administre une substance à leur insu, c'est un facteur aggravant au regard de la loi. Si on prend l'exemple d'un viol, ça deviendra un viol aggravé par l'administration de substances nuisibles. Si la personne est en état de vulnérabilité apparente, elle titube, elle va pas bien, elle vomit, enfin tout ce que je peux voir moi dans les situations de vulnérabilité, c'est un abus de vulnérabilité, c'est encore un facteur aggravant pour l'agresseur. Et ça c'est pas intuitif, donc je le redis et j'insiste, si l'agresseur lui a consommé des substances, c'est encore un facteur aggravant pour lui. Il n'y a qu'en couple que ça fonctionne, le désolé chérie, j'étais bourré, ça marche pas au regard de la loi. Si t'es bourré, c'est encore plus grave. L'exemple le plus clair que pour vous l'indiquer, si vous renversez quelqu'un en voiture, vous pouvez pas dire désolé, j'étais bourré, c'est plus grave. Si vous étiez en état d'alcoolémie avancée. C'est pareil, on peut pas dire désolé, je t'ai violé ou désolé, j'ai saccagé, ça ne marche pas comme ça. On a consommé des substances, on a été dans un état second, et là, justement, ça m'a poussé à commettre des actes criminels ou délictuels, et il va falloir assumer. Parce qu'on ne peut pas prendre un risque pour les autres. C'est comme ça. On doit être responsable de sa consommation. Donc ça, c'est important, parce que moi, j'entends souvent les victimes me dire, mais je comprends pas pourquoi est-ce que du coup, lui, il n'est pas excusé alors que moi je le suis. Alors quand elles vous disent ça, parce qu'elles vont vous le dire,
parce que c'est vrai que c'est pas intuitif. Vous leur expliquerez qu'elles n'ont pas besoin d'être excusées, elles n'ont rien fait. Mais souvent, elles vous diront pourquoi moi je suis excusée. Mais madame, vous avez fait quoi, vous? Bah rien. Bah alors. Donc ça commence à rentrer quand même dans les mœurs, etc. Donc là, c'est une affiche du collectif féministe contre le viol, par exemple. C'est une campagne qui s'appelait Ici les femmes festoient sereines. Et là, on peut lire saouler quelqu'un n'est pas une technique de drague, c'est une technique de viol. Et donc ça revient, l'idée de la vulnérabilité chimique. On en reparlera rapidement tout à l'heure, mais on commence quand même à entendre gronder la révolution de la vulnérabilité qui mettra sans doute beaucoup plus de temps à arriver. Parce que malheureusement, j'en suis quasi certaine, si je passe ce micro, alors pas à vous, je vous ferai pas cet à fond, mais en tout cas, on va faire un micro-trottoir. Si on disait aux gens, est-ce que droguer quelqu'un à son insu, ça se fait ou pas, j'ose espérer, à part les quelques personnes réunies sur le site Coco, qu'on vous dira que globalement, c'est quand même dégueulasse. Je ne suis pas certaine que vous ferez l'unanimité si vous posez la question, est-ce qu'on peut violer une femme alcoolisée? Est-ce que même ils vont même le considérer que c'est un viol? Et je ne suis pas certaine qu'on vous répondra avec autant de fermeté si vous disiez, est-ce qu'on peut détrousser un mec défoncé à du crack ou j'en sais rien? Je suis pas sûre que vous aurez la même réponse. Il y aura quand même ce truc de est-ce que ou il ou elle ne s'est pas quand même mis dans une situation délicate? Est-ce qu'elle n'a pas un peu cherché? Quand je dis elle, c'est victime, c'est au féminin, donc c'est comme ça, c'est elle. Donc pour rester sur le décryptage des idées reçues, ça, du coup, comme on a parlé de l'essentiel, c'est de nous rencontrer surtout, parce qu'après, le chemin sera très long et 45 minutes ne suffiront pas à tout voir. Mais je vais juste balayer très rapidement les idées reçues qu'on a quasiment tous en tête. Je vous ai mis sur cette diapositive les idées communément admises. Et donc, on va avoir le profil des victimes, des agresseurs, etc. Pardon. Et donc, si je prends déjà le profil des victimes, en général, dans la représentation collective, on va vous dire la victime, c'est une femme et jeune. C'est les deux combinés en général. C'est compliqué. C'est pas vraiment. En fait, oui, ce sont majoritairement des femmes qui sont victimes des violences. Donc, c'est dans nos données 2022, c'était 63% qui étaient des femmes. Et oui, ce sont essentiellement les 20-29 ans qui sont représentés dans notre étude, majoritairement. Mais par contre, les victimes, elles sont vraiment, et c'est important de le dire et de le répéter à chaque fois, elles sont de tout genre. Femmes, hommes ou personnes transgenres, peu importe. Et quand je dis personnes transgenres, je parle aussi bien des hommes assimilés femmes à la naissance que des femmes assimilées hommes à la naissance. Ben, c'est comme ça qu'on dit maintenant. Donc, c'est important d'avoir ça en tête, c'est tous les genres, toutes les orientations sexuelles, toutes les classes sociales. Je vous ai dit tout à l'heure jusqu'au hashtag Sénatopor. Donc vraiment, il n'y a pas d'endroit où ça se passe plus ou moins, peu importe, ce sont des violences, ça s'exerce partout. Donc c'est important de le concevoir. Les victimes, elles sont de tout âge. Donc pour vous donner un exemple, la plus jeune dont le dossier a pu être étudié chez moi, elle avait 4 jours. La plus âgée, 98 ans. Donc quand je vous dis qu'elles sont de tout âge, c'est de quelques jours à presque un siècle. D'accord ? Donc c'est important de se le représenter aussi, parce qu'on parle de violence. En fait, moi, je ne fais que vous parler d'un mode opératoire des violences. Si vous savez ce que sont des violences, vous comprenez que quand vous le transposez à un mode opératoire, c'est pareil. C'est pareil. Elles s'exercent partout. Et elles ciblent tout le monde. Si je vous parle, par exemple, de l'agresseur, souvent, on imagine un homme inconnu. En général, c'est le combo des deux. Alors, hommes, effectivement, incontestablement, ils sont surreprésentés. On peut difficilement dire qu'il n'y a pas un effet genre, parce que c'est effectivement beaucoup de femmes victimes, beaucoup d'hommes agresseurs. Mais encore une fois, c'est incomplet. Les hommes sont surreprésentés. Les femmes peuvent être auteurs de violences, évidemment, et donc elles sont à 90% pour les hommes et 10% de femmes. Alors, en général, ça va faire le lien avec ce qui va suivre sur les agressions. En général, c'est pas pour les mêmes agressions. Les hommes sont très retrouvés pour les violences sexuelles, beaucoup en tant qu'agresseurs. Les femmes, on est de sacrées voleuses, donc on aime bien voler. Et puis aussi, on a toutes les histoires de maltraitance infantile et d'infanticide. Donc ça, c'est un truc dans lesquels on peut retrouver beaucoup de femmes agresseurs. Donc ça, c'est homme ou femme. Bien sûr, il peut y avoir de personnes transgenres, mais pour rester dans les grandes catégories, effectivement, c'est ça. On pense souvent que l'agresseur est un inconnu. Il faut faire attention à ça, comme dans la majorité des violences, au contraire, la personne, on la connaît. On la connaît, ou du moins, on lui fait confiance. Parce que contrairement aux idées reçues,
Les victimes de soumission chimique ne sont pas des espèces d'écervelés qui laissent leur verre sans surveillance et qui n'ont pas respecté les règles élémentaires de prudence qu'on a appris aux gens, c'est-à-dire ne pas boire trop, ne pas rentrer trop tard, ne pas porter trop court et ne pas parler aux inconnus. Voilà. C'est un peu plus compliqué que ça. J'adorerais vous dire que ce serait tellement bien qu'on respecte des consignes et que tout se passe bien. Bon, ça ne marche pas comme ça, c'est pas ça la vie, vous le savez. Donc non, la plupart du temps, et vraiment il faut le comprendre pour bien accompagner les victimes, elles ont laissé leur verre sous la surveillance d'une personne de confiance. Elles ont accepté leur verre d'une personne de confiance. Ou elles ont laissé leur verre sans surveillance dans un contexte qui a gagné leur confiance. Et ça, c'est important de le dire. Vous laissez tous vos verres sans surveillance. Je laisse mon verre sans surveillance 1000 fois par jour, je peux vous le dire. Donc c'est important de le concevoir. Je sais pas vous, mais moi quand je vais au restaurant, même avec un premier rendez-vous, avec un homme charmant, oui, il y a de toutes les chances que je laisse mon verre sans surveillance pour me rendre aux toilettes. Et je ne suis pas bizarre et je ne suis pas une imprudente. Ce qui n'est par contre pas du tout normal, c'est que le temps que j'aille aux toilettes, on me mette quelque chose dans mon verre. Ça, c'est pas normal en revanche. Et ça, c'est bien maîtrisé. Ça, c'est un acte volontaire. Donc il faut vraiment avoir ça en tête. Pareil, en soirée privée, j'imagine. Je sais pas vous, mais oui, danser avec son verre, c'est pas très pratique. Ça m'est arrivé de poser mon verre et quand je suis en soirée privée, je me sens en confiance. J'ai déjà écrit Leïla sur un gobelet, mais plus pour des raisons d'hygiène. Et oui, bien sûr que j'ai baissé la garde à plusieurs reprises. Et je suis normale, je suis pas une imprudente. C'est important de se le représenter. Faites l'exercice. Essayez de garder votre verre sous surveillance en permanence et vous verrez que c'est impossible. Ou alors, il faut consulter. Donc, sinon, il y a un gros problème de paranoïa. Donc, c'est important, en fait, de se le dire. Elles ne sont pas imprudentes. D'accord ? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point aussi à avoir en tête, c'est que l'inconnu, même quand il existe, n'est pas celui qu'on se représente. Donc, souvent, quand on imagine l'inconnu, vous avez vu la diapositive tout à l'heure. C'est pas grave, au pire. Vous avez vu la diapositive tout à l'heure. On représente aussi ce mec à capuche. Vous avez vu, c'est le gars dans une ruelle sombre, avec une capuche. C'était écrit sur son front qu'il n'était pas fréquentable, etc., etc. Et j'aimerais qu'on se le dise, parce que c'est important, que l'inconnu a un visage tout à fait ordinaire, que l'inconnu, on lui fait confiance. Je pense il faut continuer, a priori, et je le dis pas pour faire la morale, je le dis parce que c'est sociétal, c'est important. Vous êtes, par exemple, tous aujourd'hui des inconnus pour moi. Évidemment que je vous fais confiance. Donc si jamais je laisse mon verre traîner tout à l'heure pendant le cocktail et que quelqu'un mettait quelque chose dans mon verre, je ne suis pas imprudente, même si je suis entourée d'inconnus, mais j'ai toutes les raisons du monde d'être en confiance dans une conférence avec des inconnus parce que l'inconnu, je lui fais confiance. Et il a un visage ordinaire, l'inconnu. C'est pas le mec à capuche. Vraiment. Alors il existe, attention, le mec à capuche, je dis pas, mais il est épiphénoménique par rapport à celui qui va trahir la confiance. Et quand je regarde nos dossiers, à nous, les personnes et les agresseurs qui vont justement trahir la confiance des victimes, et là je parle des inconnus, c'est évident que quand on connaît quelqu'un, on lui fait confiance, mais ça va être, je vais faire exprès de multiplier les exemples pour ne stigmatiser personne, parce qu'il n'y a pas de métier pour être agresseur, évidemment. Donc ça va être le chauffeur qui vous raccompagne parce que vous vouliez être en sécurité. Vous voyez, c'est pas des imprudentes. Elles ont pris justement une voiture pour entrer en sécurité. Ça va être le serveur que vous prenez en sympathie, le patron du bar qui vous est charmant, ça va être l'hébergeur qui vous accueille, ça va être le caviste qui vous fait goûter son vin au marché, etc. C'est des gens, des inconnus, on leur parle tous les jours. Et ils sont normalement dignes de confiance. Quand ils le sont pas, c'est des faits criminels ou délictuels et c'est répréhensible par la loi. Mais le problème vient d'eux. Donc ça, c'était par rapport à la représentation des agresseurs. Souvent, on pense qu'ils agissent seuls. Très souvent, ils agissent seuls. Mais parfois, ce sont bien sûr ça peut être aussi une association de malfaiteurs, entre guillemets. Donc malheureusement, on connaît les viols en réunion ou encore dans la traite des êtres humains, quand on embrigade notamment des personnes dans la prostitution. Ça peut être aussi bien coordonné. Ça fait le pas avec les violences. Donc ça, j'ai passé vite parce que vous l'avez compris, il n'y a pas que les violences sexuelles. Les violences sexuelles sont surreprésentées. Donc, mais effectivement, dans la majorité des cas, donc ce sont elles, mais sinon, vous avez tout le reste des violences. Donc les vols, les enlèvements, les séquestrations, les infanticides, les maltraitances chimiques. Pour les personnes âgées, en plus, on vous rajoutez en plus l'extorsion d'héritage, les détournements testamentaires et j'en passe. Enfin, c'est autant de faits criminels qui n'en existent.
D'accord ? C'est un mode opératoire criminel. Donc souvent, on s'imagine que ça se passe dans les clubs, dans la fête, donc dans un espace un peu sombre avec la foule et dans l'anonymat des corps, etc., où là on pourrait nous glisser quelque chose dans le verre. Dans la majorité des cas, c'est au domicile. Donc c'est justement le lieu de confiance. Je pense que c'est aussi des représentations qu'on a, hein. Donc on a tous déjà écrit ce message et on a eu raison de l'écrire, hein. Mais je pense qu'ici tout le monde a déjà écrit cette phrase de « tout va bien, je suis arrivé ». Il y a cette notion qu'à la maison, qu'est-ce qu'on est bien. Alors heureusement, c'est vrai pour beaucoup de gens. Malheureusement, ça ne l'est pas du tout pour un certain nombre d'entre eux. Et au contraire, le domicile peut être le lieu de tous les dangers en réalité. Surtout qu'on est dans un huis clos. Et c'est souvent là que les pires exactions en fait, ont lieu. C'est le juge Édouard Durand qui disait que le lieu le plus dangereux pour les femmes et les enfants, c'est la maison. Donc c'est important de le concevoir. Évidemment, heureusement que ce n'est pas dans tous les foyers, mais il faut reconnaître que c'est là où le pire s'exerce. Et en plus, là, on génère des traumatismes complexes, parce que non seulement on est exposé, mais à répétition. Là, c'est pas le rôdeur qu'on a croisé à une soirée, hein. Ce qui est déjà très grave, hein, le rôdeur dans une soirée. Mais là, c'est carrément le loup est dans la bergerie. Donc pour les affaires de soumission chimique dans la sphère intrafamiliale, notamment, là, on va être exposé à répétition. Les substances, parfois à toute heure de la journée, sur du très long cours. Je pense que l'affaire des viols de Mazan a été quand même édifiante là-dessus. Très souvent, on pense au GHB. Le GHB est une des substances qui peut être utilisée. Elle est loin d'être la seule, surtout des médicaments qui endorment, des sédatifs la plupart du temps, donc des calmants, des somnifères, des anti-allergiques, des antalgiques, opioïdes par exemple, etc., des antiépileptiques divers, des neuroleptiques et j'en passe. Mais ils ont tous cette propriété sédative. Et sinon, c'est aussi des drogues. Et ça, c'est important de le dire, il n'y a pas que des médicaments. Aujourd'hui, les drogues et les médicaments sont au coude à coude. Et les drogues, elles peuvent être aussi stimulantes ou dissociatives. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que souvent, on dit qu'on va tresser le portrait robot de la victime parfaite, parce qu'on aime bien faire ça, nous. Donc on va dire une victime parfaite, c'est celle qui est endormie, totalement inconsciente, manipulée comme une poupée de chiffon et qui n'est pas en capacité de se défendre. Attention, une victime de soumission chimique, elle peut être déchaînée sur une piste de danse, complètement désinhibée, etc. Et pour autant, c'est pas une vidéo qui dit ce qui coule dans vos veines et encore moins si vous l'avez consommée volontairement. La MDMA, par exemple, qui rentre dans la composition des comprimés d'ecstasy, ça fait 3 années consécutives qu'elle est numéro 1. Et pourtant, on pourrait dire, quelle idée de donner de la MDMA. Ça hypersensualise, ça altère le comportement, ça baisse la garde, et donc ça facilite le passage à l'acte. Quand on vous donne un dissociatif, un hallucinogène, vous perdez le contact avec la réalité, et de la même façon, ça facilite le passage à l'acte. Donc qu'on vous endorme, qu'on vous stimule ou qu'on vous dissocie, l'objectif de l'agresseur est le même, réduire vos capacités de défense pour faciliter son passage à l'acte. Donc voilà, c'était les grandes thématiques que je voulais aborder avec vous. Je finirai juste un mot sur la vulnérabilité chimique, parce qu'après, il faut laisser place aux questions. On a tendance à... Alors, la soumission chimique, c'est plutôt des médicaments et aussi des drogues. La vulnérabilité chimique, la personne a consommé volontairement et sera exposée à des violences sexuelles, par exemple. Dans l'écrasante majorité des cas, ça va être alcool et cannabis, surtout alcool, hein. C'est un vrai sujet, l'alcool, à ce niveau-là. Et ce qui est important pour la vulnérabilité chimique, c'est d'enlever cette idée selon laquelle, forcément, la soumission chimique, c'est prémédité. Bon, ça, c'est plutôt vrai. Il y a quand même une stratégie. On a pris une substance, on a identifié un vecteur dans lequel on l'a introduit. D'ailleurs, en parlant de vecteurs, ce n'est pas forcément les boissons alcoolisées, hein. Boissons en tout genre, nourriture, maintenant e-cigarettes. Donc voilà, donc c'est important de savoir qu'il y a plusieurs manières de droguer une personne à son insu. Mais on a tendance à penser un peu rapidement que la vulnérabilité chimique, c'est toujours d'opportunité. Je vois quelqu'un tituber, il vient de consommer, j'en profite pour le détrousser, l'agresser, le violer, etc. C'est plus compliqué, on distingue nos 2 types de vulnérabilité. Il y a la vulnérabilité d'opportunité, celle que je viens de vous décrire, et la vulnérabilité proactive ou de prédation. Et donc pour ça, le plus simple à avoir en image, c'est les jeux d'alcool. Je consomme volontairement l'alcool, je suis incitée à en consommer, mais je le consomme volontairement, personne ne me piège pour consommer l'alcool. Et donc, je peux vous citer un exemple en particulier. Donc, une jeune fille qui a 16 ans et qui va boire parce que c'est rigolo et les copains vont l'inciter à boire et donc il n'y a pas de problème. Donc, premier shot, deuxième shot, troisième shot, quatrième shot. Elle est d'accord pour boire. Ce qu'elle n'a pas anticipé, parce qu'elle n'a pas à l'anticiper, c'était absolument épouvantable, c'est que cette gamine de 16 ans va subir un viol collectif, filmé, diffusé sur les réseaux sociaux, dans le but de l'embrigader dans la prostitution.
Et donc là, c'est bien de préméditation. C'est pas oups. Parce que oui, c'est important de le dire, les filles ou les petites filles ou les petits garçons ne tombent pas dans la prostitution. On va les chercher. Hein. C'est pas oups, on est tombé. Ça marche pas comme ça. Et donc effectivement, si la rumeur, ça joue. Et donc Emmanuelle Piette du collectif Féministes contre le viol le dit, elle a raison de le dire. Elle dit si on violait Sophie à la rentrée, ça serait dégueulasse. Par contre, si on a le temps d'expliquer que Sophie c'est une pute, il n'y a pas de viol, on viole pas les putes. Et donc c'est pas rien la rumeur. La rumeur, c'est une arme. Hein. Donc un graffiti, une rumeur qu'on fait circuler, ce sont des signes annonciateurs de violence. C'est la phase d'aura, en fait, avant la violence, qui peut être psychologique, qui peut être du harcèlement scolaire, qui peut être des violences physiques ou sexuelles, peu importe. Mais ça annonce l'immunité et l'impunité de ceux qui vont mettre en place ce système de violence. Donc c'est très important de l'avoir en tête. Si on a diffusé cette vidéo et que maintenant tout le monde sait que Sophie est une pute, Sophie est une pute. Mais même elle considérera que c'est vrai. Et donc l'embrigadement est encore plus simple. Donc voilà, ça fait partie des choses qui en font partie. Donc c'est compliqué de garder en tête que c'est une prise en charge particulière. Ça demande d'agir assez rapidement, penser au CRAF, s'orienter vers nous. Mais surtout vous, en tant que soignant, le plus urgent, s'il y a des violences sexuelles, avec le rapport n'était pas protégé ou que la personne a une amnésie, on gère le risque de contamination infectieuse. Là, on a 48 heures montre en main pour la prophylaxie anti-VIH, jusqu'à 7 jours pour l'hépatite B. Et puis après, de la contraception d'urgence, vous le savez, 3 jours, 5 jours, selon la contraception que vous allez mettre en place d'urgence. Et après, on essaye d'orienter au maximum pour qu'on puisse préserver les éléments de preuve. Donc, le plus simple, c'est d'orienter vers nous. On saura faire pour les dispositifs. Et derrière, on s'assure qu'elle soit jamais isolée. Donc, on va essayer de lui donner le maximum d'outils pour qu'elle puisse rebondir et savoir qu'elle peut nous rappeler. Merci pour votre attention. Et reste à votre écoute. Vraiment, merci beaucoup parce que vous avez élargi le champ, quoi. Vraiment. C'est même très émouvant, je trouve. Bon. Donc, avez-vous des questions? Moi, j'en ai une. J'aimerais savoir s'il y a des formations dédiées pour les professionnels de santé. Alors justement, il y a des formations, il en existe, mais plutôt dans des congrès qui sont spécifiques. Donc par exemple, moi j'avais eu régulièrement des programmes de DPC dans les congrès organisés par les sociétés françaises de toxicologie analytique, par exemple. Donc ça s'adresse plutôt à un public très aguerri, qui connaît bien le sujet, plutôt spécialisé, donc des médecins généralistes, des médecins légistes, je voulais dire, etc. Donc des experts toxicologues, etc. Maintenant, avec le CRAF, on essaie justement de faire le maximum de formations, d'interventions comme celle-ci, mais aussi des formations. Et bientôt, nous l'espérons, mais je l'annonce sans l'annoncer parce que c'est en cours d'eux. Nous mettons en place avec Rada Hatem, qui est la fondatrice de la Maison des Femmes, un diplôme universitaire. Donc, sur ces questions-là, parce qu'il nous semble important qu'au-delà de la sensibilisation qu'on va faire en formation initiale, moi, par exemple, j'interviens à la faculté de médecine, à la faculté de pharmacie, etc., en école d'infirmière. Mais par contre, c'est pas suffisant. Après, il faut aussi avoir de ceux qui veulent s'impliquer dans cette thématique des opportunités justement de formation. D'accord. Il y a beaucoup à faire. Et puis aussi, voilà, je vois que vous voulez dire que j'allais dire, il y a je le sais, ce soir, une orthophoniste, il y a une gynécologue, et je me dis qu'il y a peut-être des témoignages qui peuvent surgir de vos expériences. Je voulais vous demander si vous envisagez des formations pas des formations, mais au niveau des adolescents dans les lycées et dans les collèges. Alors tout à fait, on peut intervenir à la demande. C'est important vis-à-vis des jeunes. Alors là, il y a tout un programme qui est censé qui a normalement démarré en septembre 2025, si mes souvenirs sont bons, pour l'éducation à la vie affective et sexuelle. Je ne suis pas certaine que dans le programme, et ça je parle sans contrôle, il faudrait vérifier ce que je vous dis, je ne suis pas certaine que dans le programme soit inclus soumission chimique et vulnérabilité chimique, ce qui serait dommage. Alors peut-être pas en très bas âge, mais en tout cas minima quand on arrive aux premières consommations chez les adolescents, etc. 14-15 ans. Voilà, je pense qu'il y a un âge où on peut quand même en parler ouvertement, surtout quand les consommations d'alcool commencent avec le risque qu'on connaît. On sait que malheureusement les violences sexuelles, et le cannabis, on sait que les violences sexuelles, malheureusement aussi, il y a beaucoup
d'agresseurs mineurs. Donc, ce n'est pas uniquement des personnes majeures qui agressent sexuellement, ça c'est important de le dire. Et les premières fois peuvent être désastreuses, nous le savons. Donc effectivement, il y a toute une sensibilisation à faire auprès des jeunes. Alors, on fait nous aussi au cas par cas. Alors, idéalement, il faut que ce soit dans les programmes scolaires. Évidemment, qu'il faudrait que alors ça c'est mon avis, mais ça n'aura jamais lieu, que ça soit fait par des gens qui sont sensibles à cette thématique. Oui. C'est vrai que c'est compliqué quand on demande à n'importe qui de faire les formations, parce que tout le monde n'est pas à l'aise, il faut le reconnaître, pour parler de sexualité déjà. Tout court. De parler de violence encore moins. Et c'est vrai que, je ne sais pas dans quelle mesure on peut faire en sorte que les intervenants soient déjà de base, ont la fibre, peut-être qu'ils soient ni contraints ni forcés, mais parce que vraiment ils se sentent d'aborder ces thématiques. Parce que c'est vrai que j'ai assisté aussi à certaines réunions et groupes de travail où les gens étaient partis des meilleures intentions, mais c'est des sujets qui les mettent mal à l'aise et qui du coup mettent mal à l'aise tout le monde quand on est mal à l'aise. Donc c'est important de parler de ça avec beaucoup, finalement, faut le dépassionner, il faut avoir des supports et de ne pas confondre violence et sexualité, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a les violences sexuelles, en fait, en gros, il y a la violence, et la violence, elle peut avoir plusieurs expressions possibles. Elle peut être verbale, psychologique, physique, sexuelle, entre autres, voilà, économique, administrative, et on peut décliner à l'infini, mais ce sont des violences sexuelles. C'est pas la sexualité. La sexualité, c'est merveilleux, c'est fantastique, c'est pas du tout, on fait pas du tout la guerre à la sexualité, et j'ose espérer qu'on va continuer à jouir très longtemps. C'est pas du tout ce dont il est question. Ce dont il est question, c'est de ne pas subir, de ne pas souffrir, comme dirait Brassens, ne pas se faire manger le plaisir sur le dos, et d'avoir justement, parce que c'est important, c'est un amalgame qui est beaucoup fait, et c'est pour ça qu'on explique souvent faire de l'éducation à ce qu'est le consentement. On n'a pas la prétention d'avoir la réponse à ça, parce que c'est compliqué, mais en revanche, il y a quand même des notions de base, et des notions très simples qui peuvent être enseignées. Donc, par exemple, on nous explique souvent que le consentement, il est libre, éclairé, on dit qu'il est spécifique, on dit qu'il est réversible, on dit qu'il est enthousiaste. Et donc, en gros, libre, c'est je ne suis pas sous la contrainte. Éclairé, je sais à quelle sauce je vais être mangée. Parfois, on dit informé, c'est-à-dire qu'en plus, si par exemple, j'ai un risque, par exemple, si je ne mets pas le préservatif, il y a un risque de grossesse, je dois être informée qu'il n'y a pas le préservatif. On dit qu'il est spécifique, c'est-à-dire que j'ai le droit de consentir à une relation sexuelle, vaginale, mais pas anale. J'ai le droit de vouloir m'envoyer en l'air avec Pierre, Paul, mais pas Jacques. J'ai le droit de vouloir m'envoyer en l'air avec Pierre, Paul et Jacques, mais de ne pas être filmé, etc., etc. Spécifique, c'est-à-dire qu'on a donné un accord sur quelque chose qui ne donne pas le droit à tout et n'importe quoi. Réversible, c'est le fameux, il est révocable. À tout moment, je peux dire stop, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes parce que j'ai mal, tu t'arrêtes parce que j'en ai marre, tu t'arrêtes parce que c'est nul, peu importe, tu t'arrêtes parce que je te le demande. Et ça ne devrait pas être un sujet, c'est pas grave de s'arrêter. Et puis le fameux enthousiasme, ça c'est pour un peu sortir du oui et non. Un corps qui vous veut, qui vous désire, ça s'entend, c'est sonore, ça vibre, c'est formidable. Donc je pense que même sans dire non et même sans dire oui, il y a des personnes qui disent oui et qui pensent non, et vous le savez. On pourrait parler de tous les viols conjugaux. Dans ces cas-là, voilà, mais tous les oui, c'est les viols conjugaux, par exemple. Et puis ça se voit un corps qui est prostré, qui n'a pas envie, qui pleure, qui n'est pas très enthousiaste, comme on dit. Donc l'enthousiasme, c'est un bel indicateur. Donc c'est comme ça, mais ça, c'est plus des notions. Maintenant, c'est en train de rentrer dans les notions juridiques. Et là-dessus, moi, je suis plus prudente sur la justice. C'est compliqué. Je pourrais vous dire pourquoi si j'en ai le temps. Mais en tout cas, en termes de matière pour de l'éducation sexuelle, c'est hyper intéressant de juste toucher du doigt que c'est une communication en fait entre les deux personnes, et que quand ça communique, quand on s'entend et que ça vibre ensemble, c'est plutôt super chouette. Mais qu'après, si ça se fait dans la violence, dans la brutalité et dans la négation de l'autre, ça n'est pas possible. C'est même pas que c'est pas possible, c'est illégal. Au bout d'un moment, il faut pouvoir le dire très simplement et très sereinement. Le viol est un crime. On n'est pas en train de parler, c'est un crime. C'est pas moi qui le dis, c'est la loi qui le dit. Merci beaucoup. Je trouve que votre organisme, là, c'est formidable. Par contre, je suis un petit peu étonnée. Vous n'avez pas la conception de faire des spots télévisuels. Moi, je suis de la génération du sida. Et on avait les spots, utiliser le préservatif, etc. Et je garde pas le souvenir d'avoir beaucoup vu de choses à la télévision. Ça reste quand même un outil de communication privilégié pour tous les âges et dans tous les milieux. Vous avez bien raison. Et en fait, c'était prévu. C'est juste qu'avec le Bye Bye Bayrou,
Ça a été un petit peu compliqué. Ça fait quelques mois qu'on subit des rebondissements de tout genre sur le plan politique, mais il était dans l'ancien gouvernement, mais on verra le prochain. J'espère qu'il prendra le relais. Mais il était question justement d'une campagne pour à l'occasion du 25 novembre, donc la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Malheureusement, ça a été fauché en plein vol. Alors quand je dis malheureusement, c'est pas d'un point de vue politique, hein, je suis pas dans une logique partisane, je le dis vraiment dans le sens où il y a beaucoup d'élan forcément stoppé par l'instabilité politique qu'on subit tous, hein, en l'occurrence, a fortiori à l'hôpital. Donc voilà, pour l'instant c'est suspendu, mais c'est bien dans les clous, c'est bien dans les projets, et c'est des projets surtout pour les communications grand public qu'on porte très fort avec l'association Mandorpa, puisque Caroline Darian, elle met beaucoup d'énergie pour la sensibilisation du grand public. On travaille main dans la main pour que Alors il y a justement bientôt, là je crois que c'est le 2 octobre, il va y avoir, alors vous le verrez peut-être circuler sur les réseaux sociaux, il y a un projet qui a été fait qui s'appelle Eclipse, qui a été fait par l'organisme Mouvance, ça s'appelle, c'est des danseurs. Et puis avec le média Simone de mémoire. Et en fait, ce sont des petites vignettes de danse. C'est les danseurs qui ont représenté les différentes situations de soumission chimique. C'est vrai que ça passe bien avec la danse parce que ça permet, pour revenir à l'éducation, de passer des messages très simples avec des vignettes très courtes qui deviennent virales sur les réseaux sociaux. Donc j'espère que ça aura un écho. Et donc le but, c'est de sensibiliser. Et le panneau à la fin, c'est contacter le CRAFS. Donc, mais c'est très bien parce que l'art, c'est une excellente façon de sensibiliser. Tout à fait. Pas besoin de parler. C'est ça. Et puis bientôt, normalement, bientôt, je suis pas censée l'annoncer, mais je vous l'annonce, c'est pas grave. Donc, je vais aussi écrire un livre, et donc l'objectif, c'est de pouvoir aussi toucher par la lecture, parce que faut pas négliger aussi la force des bouquins au-delà de nos frontières. C'est l'objectif. Merci beaucoup. Prévenez-nous quand il sort. Merci à vous tous. Et donc, il y aura un prochain pitch pour clore l'année. Il sera consacré au dialogue corps-cerveau. Voilà, et l'impact, par exemple, microbiote, les rapports avec le cerveau, le système immunitaire, et certaines maladies neurodégénératives pourraient avoir leur origine ailleurs que dans la boîte là-haut. Voilà. Merci beaucoup. Oui, 3 décembre. Voilà. Et c'est un professeur, le professeur Gabriel Lépousé de l'Institut Pasteur qui interviendra, qui est un neurobiologiste. Merci à vous tous. Merci à tous.